Alors, j'espère que tout le monde va bien. Donc, nous sommes à notre deuxième rencontre. Donc, nous allons parler des fondements du management de projet. Ce sera notre deuxième séance, encore une fois. Donc, la semaine dernière, nous avons fait une introduction et maintenant, nous allons continuer, si vous le permettez. Nous allons parler de la deuxième partie. Donc, au préalable, nous avons vu une introduction, on a parlé des différents concepts et définitions. Aujourd'hui, on va on va récapituler tout cela et en plus, nous allons parler de l'organisation, de l'entreprise. Quel est le lien entre la gestion de projet et l'organisation? Comment différents organismes utilisent la gestion de projet au sein de leurs équipes. Donc, objectif du cours d'aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre les différentes composantes du management de projet, comprendre les caractéristiques du projet, définir les différents types de projets, comprendre le triangle d'or du projet, définir ce qu'est la non-qualité. On avait parlé de qualité, aujourd'hui on parlera de la non-qualité. En deuxième partie, nous allons parler de la place d'un projet dans l'entreprise. Nous allons aussi essayer de connaître et de comprendre la structure organisationnelle d'un projet, connaître la relation client-fournisseur et à la fin, nous allons parler des différentes étapes par lesquelles l'équipe projet se constitue. Donc, organisation de notre cours, comment il va être structuré. Donc, le contexte, définition, caractéristiques du projet, les différents types, le triangle d'or, non-qualité. Ça, c'est concernant le contexte, c'est-à-dire la situation dans laquelle on se trouve. Ensuite, on parlera de l'organisation, encore une fois. Donc, la place du projet au sein de l'entreprise, la structure organisationnelle d'un projet, la relation client-fournisseur et finalement, de quoi est constituée une équipe projet. Alors, petite introduction, une petite, introduction, définition, excusez-moi. Donc, quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper des branches et distribuer du travail, mais réveille au sein des hommes le désir de la mer grande et belle. Donc, cette notation, elle nous vient de Antoine Saint-Exupéry. Donc, ici, si on essaye de simplifier ce qu'a dit Antoine Saint-Exupéry, l'on comprend que avant de commencer un quelconque projet, il nous faut le désir, il nous faut l'envie. Alors, encore une fois, nous sommes toujours à l'introduction. Donc, ce module a pour objectif de faire découvrir les fondamentaux de la gestion de projet par une approche synthétique et pédagogique. Voilà, donc 3 étapes ont été retenues pour accéder rapidement et avec rigueur à cette méthodologie. Quelles sont ces 3 étapes? Il s'agit du contexte, de l'organisation et les méthodes. Donc, contexte pour appréhender ou comprendre les spécificités et caractéristiques générales d'un projet. L'organisation, donc, pour situer la place du projet dans l'entreprise et son fonctionnement. Les différentes méthodes pour découvrir les outils de gestion mis à la disposition du groupe projet. Donc, avant de nous atteler à expliquer en plus ample détail ces 3 étapes, il faut d'abord situer la gestion de projet dans le temps, car la gestion de projet a aussi son histoire. Donc, nous allons parler maintenant de l'historique, donc de l'histoire, d'où vient la gestion de projet à travers les siècles. Donc, l'origine des méthodes de gestion de projet nous vient tout droit d'Italie durant la Renaissance, et en particulier lors du règne du roi Filippo Brunelleschi. Alors, c'est lui en fait qui a ordonné la construction du fameux dôme de Florence. Donc, il a été en fait imaginé et réalisé par Filippo Brunelleschi.
Et comme vous voyez sur cette image, on parle de ça en fait. On parle de ce dôme, de cette magnifique œuvre architecturale. Et du coup, donc si on parle de la Renaissance italienne, donc on part aux environs du XVIe siècle, si je ne me trompe pas. Et vous pouvez comprendre par là que les origines de la gestion de projet sont assez lointaines. Ça, c'est pour le côté histoire. Alors, on va petit à petit, donc on va faire un petit voyage dans le temps. On va démarrer du 15e siècle et on va venir petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Origine des méthodes. Donc, méthodes de gestion de projet ne cesseront de s'enrichir, de se développer jusqu'à l'émergence effective d'une codification qui se produira au milieu du XXe siècle. Alors, elle ne s'est pas passée d'un seul coup. Il y a eu différentes étapes. Nous allons en parler. Donc, de 1930 à 1950, il y a eu des processus strictement internes. Donc, développement des grands projets étatiques d'industrialisation, tels que les grands projets militaires et aéronautiques, ainsi que ceux relatifs aux infrastructures, donc autoroutes, ponts, barrages. Là, on parle principalement des gouvernements de différents pays qui donc, ont réalisé différents projets d'envergure. Donc, ces projets n'ont pas été encore soumis à d'exigeantes contraintes de coûts, étant donné que c'était le gouvernement qui finançait ces projets, donc il n'y avait pas de problème de coûts. Au cours de cette période, les ingénieurs appliqueront des techniques de gestion de projet qui ne sortiront pas du cadre de leurs entreprises et qui ne seront ni diffusées ni standardisées. Elles resteront des processus internes de savoir-faire des entreprises. Donc là, c'est le tout début. Donc on n'est pas à l'époque où on pouvait standardiser les méthodes ou alors de gestion de projet. Ça veut dire que on ne pouvait pas utiliser les mêmes méthodes pour différents projets ou alors de projets qui étaient identiques. Donc, dès les années 50, il y a eu la création de l'outil phare de la planification. Une date très importante, les années 50. Donc, à partir du milieu de ces années-là, donc en 1954, la société Dupont de Nemours crée la méthode graphique CPM, en anglais, donc Critical Path Method. Elle offre une visualisation des liaisons entre les tâches, les coûts et les délais. Donc, de cette façon, nous pouvons visualiser l'avancement du projet concernant ces trois paramètres. Tâches, coûts, délais. Alors, en 1957, l'US Navy développera dans le cadre du programme Polaris le PERT, donc PERT Program Evaluation Review Technique. Alors, il reste toujours l'un des outils phares de la planification de projet. Donc, on voit qu'au fil des années, il y a eu toujours un développement, une continuation et de nouvelles techniques concernant la gestion de projet. Nous allons parler des années 60. Donc, codification et diffusion des méthodes. Donc, dès les années 60, la gestion de projet se structure avec la création d'associations professionnelles comme le PMI, Project Management Institute, encore une fois créé aux États-Unis en 1969. Elles diffuseront largement des méthodes et des outils. Donc là, on commence dans la standardisation et ce dont le but étant d'utiliser des méthodes pour des projets similaires. Donc les États-Unis proposent un modèle universel de management de projet. Ce modèle est fondé sur ces principes-là. Une méthodologie rigoureuse, des procédures normalisées, des contrôles périodiques et une traçabilité du développement. Donc ce modèle-là offre un langage projet commun à tous les acteurs et à tous les projets. Donc là, c'est la systématisation, c'est l'automatisation si on veut, et la standardisation. Donc on assiste alors à une codification de la gestion de projet et à une large diffusion des méthodes. Viennent les années 80, donc l'organisation en équipe projet. Donc là, on a des outils
qui nous permettent de travailler efficacement sur un projet. Maintenant, on va parler des équipes. Donc, les méthodes de gestion seront généralisées et appliquées à de nombreux secteurs d'activité. On peut parler des services qui sont venus comme réponse aux exigences relatives à la qualité et au prix des produits. Donc, ces produits devront être réalisés dans des délais courts et devront intégrer dans leur processus de fabrication et de conception de nombreux fournisseurs, ce qui nécessitera une forte coordination. Donc, l'introduction de l'ingénierie concurrente IC fournit un modèle permettant d'agir sur l'organisation en équipe de projet pour développer plus rapidement des projets. Donc, on assiste également, durant la même période, au développement de logiciels spécialisés dans le domaine de la planification, l'ordonnancement, gestion de la documentation et de la configuration, du découpage et aussi des tâches financières. Alors, nous allons revenir très brièvement sur ce qu'est un projet. Donc, une autre définition qui nous vient. C'est selon la norme ISO 9000, NFEN 9000, qui définit le projet comme ceci. Donc, processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de 3 facteurs, de délai, de coût et de ressources. Donc, cette définition pose de façon complète la problématique de la gestion de projet en citant les termes suivants. Donc, processus unique, ensemble d'activités coordonnées maîtrisées, date de début et de fin, exigences spécifiques et ressources. Donc, processus unique, elle s'inscrit dans le champ de la création de l'innovation. Donc, on différencie les activités projets non récurrentes des activités opérations qui sont récurrentes. De la même façon, nous avons vu durant notre rencontre passée, qu'il y avait effectivement des différences entre un programme et un projet. De la même façon, il y a une différence entre un projet et les opérations. Alors, autre terme, ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées. Donc, le projet est caractérisé par de nombreuses tâches de nature différente qui devront être maîtrisées sur toute sa durée. Date de début et de fin, chaque projet a un début et une fin, effectivement. Exigences spécifiques, donc le projet répond à un cahier des charges bien précis, avec une spécification de besoins. Ressources, le projet mobilise des ressources humaines et matérielles. Donc, contrairement aux activités industrielles classiques, dont le processus et opérations sont stabilisés, ritualisés, répétitifs, réversibles, à faible niveau d'incertitude, le projet, quant à lui, son activité s'inscrit dans un modèle à forte incertitude. Donc, si on doit choisir un paramètre qui définirait du mieux un projet, on peut parler de l'incertitude. Donc, un modèle à fortes incertitudes où le produit développé est unique et nécessite des solutions novatrices, non récurrentes, qui ne se répètent pas. On parle de projet unique, du coup, il faut sans cesse innover afin de trouver des solutions à certaines problématiques qui sont uniques à des projets bien spécifiques. Donc, on peut caractériser l'activité projet par des activités non répétitives, irréversibles, avec des variables exogènes fortes, par exemple économiques, politiques, stratégiques, des équipes mobilisées temporairement. En équipe projet, on sait qu'un projet a un début et une fin, et du coup, les équipes qui seront constituées de façon à travailler d'une manière déterminée, durant un temps déterminé, donc temporaire. Les objectifs qui peuvent évoluer en cours de développement. Cela est dû aussi à l'incertitude. Une organisation matricielle, axe métier, axe projet. Nous allons y revenir durant nos prochaines slides. Une double autorité client-entreprise. Donc, il doit y avoir la coordination entre ces multiples acteurs.
Alors, on différenciera les trois grands types de projets. Le projet, là maintenant, nous allons parler des différents types de projets. Donc, on a le projet ouvrage, le projet produit et le projet organisationnel. Donc, projet ouvrage, ou communément appelé projet d'ingénierie, est relatif à un projet unique, non récurrent, qui s'adresse à un client unique. Exemple, les grands ouvrages d'art qui s'inscrivent dans la durée, les ponts, les tunnels, les autoroutes, etc. Alors, le deuxième type, c'est le projet produit. Il est relatif à un projet qui, lui, après une phase non récurrente, réalisée en plusieurs exemplaires ou en série, de nature éphémère, telle que la construction d'avions, automobiles, ordinateurs, médicaments, etc. Ce type de projet s'adresse à plusieurs clients. Le projet organisationnel ou alors événementiel, il n'est pas associé à une fourniture matérielle, mais à un événement temporaire ou à un processus. Exemple, le passage à l'euro, l'organisation des Jeux olympiques, un projet d'entreprise, une manifestation culturelle, par exemple une exposition, un changement de règles comptables, etc. Si l'on prend le premier exemple qui est le passage à l'euro, euh, donc c'est un événement qui se passe une seule fois. Dans différents pays de l'Union européenne, il fut un temps où les différents États de l'Union avaient leur propre et unique monnaie. Et après le passage à l'euro, ils ont tous adhéré à la monnaie commune qui est l'euro. Et du coup, ce passage-là, dans l'histoire, il ne se fait qu'une seule fois. C'est pour cela que l'on parle d'un événement temporaire. Alors, nous allons parler maintenant du fameux triangle d'or du projet. Donc, qu'est-ce que le triangle d'or? Nous l'avons introduit durant notre première séance. Donc, c'est l'image couramment retenue pour caractériser les trois paramètres fondamentaux d'un projet. Donc, quel que soit le projet, il est impératif de connaître les trois paramètres qui sont liés à ce projet. Donc, la réussite d'un projet passe par la satisfaction de ces fameux critères qui sont la performance, les coûts et les délais. Donc, performance, qui dit performance dit qualité technique, qualité finale, produit, coût, qualité économique, on parle d'argent, délai, qualité temporaire, puisque l'on parle de temps. Représentation graphique du fameux triangle d'or, tout simplement un triangle avec à chaque extrémité un paramètre, performance, délai et coût. Donc, on l'appelle aussi le triptyque du fait qu'il a trois extrémités, trois paramètres. Il est incontournable, il caractérise le projet et il est aussi appelé qualité globale. Donc, un vocabulaire intéressant ici, des mots-clés. Donc, triangle d'or, triptyque, qualité globale. Si on peut utiliser ces termes pour parler du donc, on va maintenant aller un peu en détail sur le fameux triangle d'or. Donc, le respect de la performance, le paramètre performance représente en fait l'objet même du projet. Donc, projet synonyme performance, c'est-à-dire sa réalisation d'un ordre technique. Alors, la maîtrise de la performance, c'est la plus sûre garantie de réussite d'un projet. Si on parle performance, on parle de projet réussi. Ce que l'on peut dire, c'est que les deux autres paramètres, à savoir les coûts et les délais, dépendent directement de la performance et de sa maîtrise. Par conséquent, nous pouvons dire que si le travail préparatoire est négligé, qui est relatif à la performance, il aura des conséquences qui sont une défaillance d'ordre technique ou organisationnel qui irrémédiablement, ça veut dire irréversiblement, ça veut dire à coup sûr, aura
des conséquences, par exemple, on peut parler de retard, et qui donnera lieu irrémédiablement à des retards et des surcoûts. Donc retard, coût et surcoût. Alors, on va parler des respects des coûts. On va parler du volet financier. Donc le paramètre coût représente l'objectif économique, comme on l'a expliqué, qu'il s'agisse de recettes ou de dépenses. Donc, ce paramètre essentiel caractérise la réussite ou l'échec économique d'un projet. Il sera respecté si l'on estime avec précision le détail, poste par poste, des coûts du projet. Donc la bonne estimation repose sur une connaissance précise du développement projet, des achats à réaliser et des tâches à exécuter. Donc on maîtrise les dépassements de coûts internes et externes qui peuvent survenir sur la durée du projet en les analysant et en les renégociant. Donc contrôler les coûts. L'on négocie financièrement toutes les nouvelles demandes exprimées par le client qui interviennent en écart par rapport au contrat. Donc, cela, c'est un petit récapitulatif de si on veut amener un projet à son terme, à temps, avoir un projet de qualité, il faut absolument respecter les coûts, qui est très important. Donc, on doit aussi respecter les délais. Donc, l'autre paramètre du fameux triangle d'or, respecter les délais. Donc, paramètre délai représente le respect de la date de livraison du projet. Alors, on peut dire qu'un projet peut être livré avec une qualité finale excellente, mais si ce projet-là n'est pas livré dans les temps, on va parler d'échec calendaire d'un projet. Donc, tout simplement, ce sera un échec. Donc, ce paramètre sera respecté dans les conditions suivantes. Si l'on estime avec précision les délais d'approvisionnement et les durées de l'ensemble des tâches du projet, c'est-à-dire la bonne estimation, repose sur une connaissance précise du plan de développement projet. Donc le paramètre délai, il sera respecté aussi si on maîtrise les dépassements de durée, internes et externes, qui peuvent survenir sur la durée du projet. Comment on peut faire ça? En les analysant et en les renégociant. Contrôle de délai pendant le projet. Le paramètre délai aussi sera respecté si l'on répercute dans le calendrier contractuel toutes les nouvelles demandes exprimées par le client qui interviennent en écart par rapport au contrat. Alors, on a parlé de qualité, nous allons parler de non-qualité, qui est à l'opposé de qualité, bien sûr. Donc, la dérive des coûts. Qu'est-ce que la dérive des coûts? Lorsqu'on a des difficultés techniques, que ces difficultés-là apparaissent tôt, il est possible de mettre des ressources techniques et humaines supplémentaires au service du projet. Il arrive que l'on analyse pas efficacement quelles sont les ressources techniques dont on aura besoin durant le projet. Et du coup, on aura besoin de mettre plus de ressources, que ce soit techniques ou alors humaines, au service du projet. Donc dans ce cas, les objectifs pourront être maintenus et le projet sera livré dans les délais. Par contre, autre cas de figure, autre situation, si l'objectif économique, lui, ne pourra pas être respecté, il ne pourra pas être respecté en raison des surcoûts dus au financement des ressources supplémentaires non budgétées dans le cadre initial du projet. Ce que l'on veut dire par là, c'est que lorsqu'on a des difficultés techniques qui apparaissent tôt, au tout début du projet, il est toujours possible d'ajouter des ressources techniques humaines. Elles n'impacteront pas le coût du projet et du coup, de cette façon, le projet sera livré dans les délais. Par contre, si donc l'étude économique n'est pas bien réalisée et le projet ne pourra pas être livré dans les délais, on va parler dans ce cas de surcoût, de surfinancement, et du coup, ça sera un échec. Donc, l'objectif économique, lui, ne pourra pas être respecté en raison des surcoûts dus au financement des ressources supplémentaires non budgétées dans le cadre initial de projet.
Alors, nous allons parler de la dérive du planning et des coûts. Donc, lorsqu'on a des difficultés techniques qui apparaissent, nous avons parlé de difficultés techniques qui apparaissent tôt sur le projet. Là, nous allons parler de difficultés qui apparaissent tard, vers la fin du projet. Donc, le projet, forcément, ne pourra pas être livré dans les délais, même en déployant plus de ressources techniques et humaines. Dans ce cas, les surcoûts auront comme conséquence le financement de ressources supplémentaires sur une durée plus longue et par le paiement probable de pénalités financières. La conséquence est là. On aura à payer des pénalités financières. Pourquoi? Parce que l'on n'a pas livré le projet à temps. Donc, pour non-livraison aux clients du projet dans les délais prévus dans le contrat et par le contrat. Donc, les objectifs techniques seront réalisés, mais le projet ne sera pas livré dans les délais et du coup, les objectifs de coût ne seront pas respectés. Toujours dans le volet non qualité. Donc, dérive du planning et des coûts. Alors, donc toute la problématique réside dans le fait de trouver un équilibre entre ces différentes variables. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, donc le respect des paramètres P, C, D caractérise en fait la réussite d'un projet. Donc, le non-respect des paramètres PCD engendre des conséquences très préjudiciables, très négatives, très impactantes ou irrémédiables au bon déroulement du projet. Donc, dans ce cas, on est dans une problématique de non-qualité, qui est l'opposé de la qualité, évidemment, qui représente un coût qui s'avère généralement beaucoup plus coûteux que bien faire le projet dès le début. Donc, le coût de la non-qualité est d'autant plus important qu'il est détecté tardivement. Donc, la problématique se trouve là. Lorsqu'on détecte des anomalies tard, on va parler de non-qualité. Donc, détecté tardivement dans le cycle de vie du projet. Le juste équilibre, donc toute la problématique est là. Comment arriver à trouver le juste milieu, le juste équilibre permettant d'éliminer au maximum la non-qualité en y consacrant toujours un budget raisonnable. Et tout le challenge est ici. Comment prévoir le budget qui est raisonnable afin de faire face aux différentes éventualités, d'ajouter des coûts, d'ajouter des effectifs, d'ajouter donc des ressources, que ce soit techniques ou humaines. Et, très très important, afin de livrer le projet dans les délais. Donc, il est important de préciser que l'on est dans une situation où on a un délai à respecter et un projet à livrer au client. Très important. Fournisseur, client, délai. Donc, la non-qualité est coûteuse et la surqualité est aussi coûteuse et en plus inutile. Donc, surqualité, faire quelque chose, finir un projet bien avant sa date donc butoir, ce n'est pas forcément utile. Et du coup, on a parlé d'équilibre. Ce qu'on cherche, c'est la qualité qu'on appelle acceptable, qui est entre ces deux extrêmes. Donc, on cherche une qualité acceptable qui est entre la non-qualité et la surqualité. Alors, nous allons maintenant parler de quelle est la place du projet au sein de l'entreprise. Donc, le projet représente l'enjeu essentiel de l'entreprise. Donc, sa place est variable. Nous allons examiner différentes situations. Alors, premier cas de figure, l'entreprise est engagée sur plusieurs projets, projets A, B et C. Donc, elle est exposée à une forte concurrence dans son marché. Donc, une seule entreprise qui devra réaliser 3 projets. Donc, elle peut voir son avenir compromis. On parle aussi de réputation par l'échec d'un de ces projets. C'est-à-dire que si on réussit 2 projets, par contre, on échoue sur un projet, là, la réputation va prendre un coup dur. Là, donc, la relation projet-entreprise est dans ce cas très forte. Parce que
l'échec sur un des 3 projets, par exemple, peut nuire à la réputation et du coup d'autres problématiques, par exemple, de perdre des parts de marché pour l'entreprise. Donc l'entreprise réalise des grands projets dans un marché concurrentiel. Deuxième point, donc le projet fédère un ensemble d'entreprises. Deuxième cas de figure, on est dans une situation où on a un grand projet de coopération internationale qui a sa structure juridique propre et qui fédère autour de lui de nombreuses entreprises ayant chacune une implication plus ou moins forte dans le projet. Dans ce cas, l'image, on a parlé de réputation, c'est la même chose, on parlera d'image, l'image des entreprises qui participent au projet s'efface devant celle du projet qui est plus forte et reconnue. On peut parler par exemple de la construction d'un avion. Donc si vous prenez par exemple Airbus, qui est le concurrent de Boeing, alors vous remarquerez, chers étudiants, que différents composants sont fabriqués par différentes entreprises et on va parler de pays. Par exemple, si vous prenez les turbines, donc les moteurs d'avion, il y a 3 entreprises mondiales qui fabriquent ces turbines, ces moteurs. Vous avez Rolls-Royce, vous avez General Electric, vous avez une autre grosse multinationale américaine. En général, c'est un des 3 fournisseurs qui gagne c'est-à-dire fournit Airbus avec ses moteurs. Vous avez d'autres entreprises françaises, hollandaises, espagnoles, italiennes, belges qui travaillent aussi sur le projet et d'autres. Donc, vous remarquerez qu'il y a un projet commun qui est la construction d'avions. Par contre, différentes organisations, différentes entreprises travaillent sur une partie bien précise de l'avion et cela est un exemple d'un grand projet de coopération internationale. Alors, l'entreprise réalise un bon nombre de différents projets. Troisième cas de figure, donc, l'entreprise réalise différents projets de taille variable. Petit projet, moyen projet, grand projet, dans des secteurs d'activité différents. Donc, dans ce cas, on avait parlé de lorsqu'une entreprise s'attelle à travailler sur 3 projets similaires, l'échec sur un des projets peut nuire à l'entreprise. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure puisque nous sommes dans différents projets qui ont des tailles variables et dans différents secteurs d'activité. Dans ce cas, l'échec d'un de ces projets ne met pas en péril l'entreprise. Donc la relation projet-entreprise est dite faible dans ce cas. Le projet est l'entreprise. Donc en conclusion, on dira que l'entreprise c'est le projet c'est l'entreprise. Donc l'entreprise se confond avec le projet. On peut dire que le projet et l'entreprise et réciproquement. Donc les moyens techniques et humains de l'entreprise sont au service du projet. La pérennité de l'entreprise est liée à celle du projet. Après avoir situé le projet dans l'entreprise, on peut examiner les différentes structures organisationnelles mises en œuvre pour réaliser un projet. Donc là, nous allons parler de structure d'un projet. Comment un projet est structuré d'une manière organisationnelle. Donc une structure a pour but de coordonner et de faire fonctionner l'ensemble des moyens humains et matériels pour atteindre les objectifs fixés par son responsable. La structure divisionnelle par projet, donc a son principe. Le principe de la structure divisionnelle permet d'organiser l'entreprise par division. Donc on l'organisera en produits, en marché, en zones géographiques. On trouvera à la tête de chaque projet un chef de projet dirigeant une équipe, le groupe projet qui lui est rattaché. Donc chaque chef de projet a une équipe qui lui est rattachée. Donc l'ensemble des chefs projet est coordonné par la direction de l'entreprise. Alors, structure divisionnelle par projet, un petit graphique qui va nous permettre de comprendre ça d'un point de vue visuel. Alors, nous avons par exemple, donc, direction générale, service support 1, service support 2, service support 3.
et les différentes divisions. Donc, l'avantage de cette structure divisionnelle, c'est qu'elle a une grande autonomie de chef de projet, forte implication du groupe projet et structure adaptable au marché. Par contre, les inconvénients, on parlera de pérennité de l'entreprise liée à la durée des projets, pas ou peu de communication transversale, c'est-à-dire si on prend un exemple de un chef de service ou alors un manager d'un département et ses subordonnés, on va trouver que la communication est très limitée. Cloisonnement entre les projets. Donc, tous ces paramètres ou alors tous ces points sont des inconvénients. Alors, autre type de structure, la structure organisationnelle d'un projet. Donc, nous allons parler plus précisément de la structure matricielle, matrice, donc structure matricielle, et la structure couramment utilisée dans les grandes entreprises, les grandes multinationales, pour réaliser de grands projets, en particulier dans l'aéronautique, le spatial, mais aussi le bâtiment, donc les navettes spatiales, les grands paquebots, navires de guerre pour l'armée, etc., les avions, mais aussi dans le bâtiment, l'informatique ou encore la chimie pour des réalisations ayant un caractère unique et exceptionnel. Donc, il nécessite de la recherche et développement, de technologies très avancées. Du coup, on parle de certains leaders sur le marché et il n'y en a pas beaucoup. Donc, cette structure organisationnelle utilise simultanément une organisation par métier et une organisation par projet. Donc, une organisation spécialisée métier et une autre spécialisée projet. Le principe de fonctionnement complexe, donc vous le comprendrez, c'est pas aussi simple. Complexe ne veut pas dire compliqué. Complexe veut dire qu'il y a plusieurs variables. Donc, complexe repose sur le détachement pour la durée du projet d'effectifs appartenant à la structure métier, qui sont des experts et spécialistes vers la structure projet. Donc, structure matricielle d'un point de vue, on va dire, visuel. Donc, on a une représentation visuelle ici, comme vous pouvez le voir. Donc, quels sont les avantages de la structure matricielle? Donc, valorisation de la fonction projet. Donc, toutes les personnes qui travaillent, chefs de projet, les gens qui travaillent sur un projet qui a une structure matricielle, sentent vraiment leur fonction être valorisée du fait de leur implication. Une grande implication nécessite vraiment qu'ils soient impliqués et du coup, ils voient le fruit ou le résultat de leurs efforts. Avantage aussi, motivation du groupe. Vous allez trouver des gens qui sont hyper motivés dès le début du projet. Gestion des charges, qui est aussi un avantage. Inconvénient, on trouvera double hiérarchie. Donc, vous allez trouver que sur un même projet, il y aura deux gestionnaires, deux chefs, si vous voulez. Pourquoi est-ce que ça peut être un inconvénient? Eh bien, si vous êtes si vous travaillez sur un projet que vous avez deux managers sur le même projet, parfois vous allez avoir du mal à comprendre quelle vision il faut suivre, surtout dans le cas où les deux managers ont des visions différentes, par exemple. Et un autre souci, si vous gérez deux équipes différentes sur le même projet ou alors vous êtes chef d'équipe, chef de projet et vous allez gérer des personnes de différentes structures et ça peut être très compliqué d'un point de vue managérial. On va parler, si vous le permettez, de la relation client-fournisseur. Donc, l'organisation du projet est fondée sur deux entités. Très simple, client-fournisseur. Donc, client, c'est l'organisme ou la personne qui reçoit un produit. Le fournisseur, c'est celui qui procure le produit. Donc, dans une organisation industrielle, on va parler des différents protagonistes. Donc, nous parlerons du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. Donc, maître d'ouvrage, c'est l'organisme étatique ou alors industriel. On fait allusion, donc, par exemple, on peut appeler ça le client,
qui passe les marchés relatifs à la globalité des travaux. Le maître d'œuvre est la personne physique ou morale. Donc ça peut être une personne physique ou alors une entité existante, ça peut être une entreprise, qui est le fournisseur, donc qui est chargé de l'exécution et de fournir les travaux pour arriver à un produit final. Le maître d'ouvrage, nous allons donc détailler cela. Donc la forme selon la norme NFEN ISO 9000, le maître d'ouvrage a cette définition, donc organisme étatique ou industriel qui est le client, en d'autres termes, qui, ayant passé les marchés couvrant la globalité des travaux, sera le propriétaire de l'ouvrage ou agira pour le compte de l'acquéreur et en assumera les risques. Le maître d'ouvrage est l'acteur responsable dans les réseaux d'acquisition, de la définition des besoins et de la maîtrise de la réalisation confiée au maître d'œuvre afin de respecter les objectifs performance, de coûts et de délais contractuels. Alors, le maître d'ouvrage. Cette structure est représentée par un directeur de projet qui, donc, quelles sont les tâches de ce maître de projet? Il suit l'avancement des travaux, il participe aux revues de projet, il assure le contrôle financier du projet, vérifie la conformité des travaux vis-à-vis des besoins exprimés et il informe le client. C'est le maître d'ouvrage. Maintenant, nous allons parler du maître d'œuvre. Donc, différence entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Donc, le maître d'œuvre est défini comme une personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique, donc il a une expertise technique cette fois-ci, est chargé par qui? Par le maître d'ouvrage ou par la personne responsable du marché de l'exécution du travail. Donc, la tâche du maître d'œuvre est d'exécuter, de faire le travail, ou alors de le faire lui-même ou elle-même, ou alors de faire le travail exécuté par quelqu'un d'autre, ou une autre entité, ou alors une autre entreprise, en respectant les délais, les coûts, les ressources et la qualité attendue. Donc, on compare souvent le chef de projet à un chef d'orchestre. Donc, si vous prenez un exemple, chef d'orchestre, vous trouverez donc l'œuvre, le public et l'orchestre. Le chef de projet est au centre du triptyque projet, client, équipe, projet. Il est au centre, le chef de projet. Donc, il est désigné par le maître d'œuvre. Désigné par le maître d'œuvre, le chef de projet est en charge. Donc, le maître d'œuvre, c'est lui ou alors c'est elle qui désigne qui sera le chef de projet. La charge du chef de projet sera de conduire le projet sous ses différents aspects, à savoir performance, coût, délai, faire respecter les engagements contractuels, d'assurer une relation commerciale avec le client, d'assurer le suivi technique et contractuel des sous-traitants. Donc, chaque entreprise qui travaille sur le projet, on appelle ça sous-traitant, d'organiser les revues d'avancement contractuel. Alors, le chef de projet devra réaliser ce qu'on appelle reporting périodique du projet. Donc, parler des différents avancements dans différents secteurs. Donc, ce qu'on appelle un tableau de bord. Donc, il devra réaliser un reporting périodique toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les 2 mois. Par exemple, au profit de la direction générale afin de procéder à l'état d'avancement à date du projet, c'est-à-dire de donner une mise à jour ou une update du projet périodiquement. Donc, sa mission, une des missions du chef de projet est aussi d'attirer l'attention sur les risques à venir, techniques, calendrier et de coûts, de prendre des mesures préventives ou correctives, de prendre des décisions stratégiques, de capitaliser les expériences acquises auparavant pour procéder au retour d'expérience nécessaire vis-à-vis des futurs projets. C'est-à-dire utiliser l'expérience qu'on a eue en travaillant sur des projets passés et du coup, utiliser cette expérience pour éviter ou alors pour anticiper certains risques qui pourraient avoir des répercussions ou alors des
les conséquences négatives sur le projet. Donc, pour mener à bien sa mission, il sera assisté d'un juriste, d'un responsable commercial, d'un responsable qualité, d'une secrétaire. Ça, c'est en général. Et aura directement sous sa responsabilité, donc chef de projet, il aura des personnes qui vont travailler sous sa responsabilité. Quelles sont ces personnes? Un responsable technique chargé d'animer le pôle technique, études, réalisation aussi, par exemple, et un contrôleur de projet qui, lui, est chargé d'animer le pôle gestion, non pas le pôle technique, mais le pôle gestion du projet, à savoir le planning, les coûts, suivi des modifications, documentation. Donc, on va visualiser tout cela à travers un modèle d'organigramme de projet. Donc, titre du projet, comité de restructuration, nom du PDG, nom du vice-président marketing, nom de la chef de comptabilité. Alors, cela est un exemple, mais cela peut vous aider à comprendre l'organigramme. Donc, nom du chef de projet, nom de production, opération commerciale, etc. Donc, l'intérêt, c'est de comprendre qu'il y a une hiérarchie à chaque organisation. Et plus on est au sommet de la hiérarchie, plus on a plus de responsabilités, plus de poids, etc. Et plus on descend, on est plus dans l'exécutif. Les parties prenantes d'un projet, donc quelles sont les personnes qui interviennent sur un projet? Donc la représentation du projet comme un ensemble intégrant deux sous-ensembles, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Donc, cette représentation, elle nous permet de voir l'interface qui lie le client-fournisseur. Fournisseur veut dire l'entreprise. Ce qui lie les deux, le client et le fournisseur, c'est le contrat. Il doit y avoir un contrat signé entre les deux. Et d'un côté légal et juridique, fait preuve que ce soit le client ou le fournisseur se sont mis d'accord sur certaines clauses. Donc, la position du grand projet, chef de projet, équilibre projet dans l'entreprise. Donc, la représentation de ce projet aide à visualiser l'interface qui lie le client et le fournisseur à travers le contrat et aide à visualiser la position du groupe projet. Alors, le groupe projet, conduire un projet, c'est conduire un groupe, ce qui nécessite de la part de celui qui est en charge du projet, à savoir le chef de projet, d'intégrer dans sa démarche des aspects psychologiques, affectifs et sociaux du groupe. Alors, nous avons parlé au préalable de côté technique, de gestion de coûts, de temps, de performance, de moyens. Maintenant, nous allons parler du côté humain, donc psychologique, affectif, la gestion d'hommes, de personnes, d'hommes et de femmes en étant chef de projet. Ce paramètre peut en fait peut faire partie donc, du succès d'une mission d'une tâche ou d'un projet, ou alors mener à son échec. Donc, la gestion, alors le management des personnes est très très important. Donc, nous allons parler de Nous allons parler du groupe projet, les personnes qui travaillent sur un même projet. Et nous allons parler à cet égard de l'évolution du groupe du début jusqu'à la fin du projet. Donc, on va utiliser, pour illustrer tout cela, nous allons utiliser le fameux modèle de Tuckman, qui a été proposé en 1965. Donc, ça doit faire à peu près une soixantaine d'années, un peu plus, presque 70 ans, qui est un cycle qui décrit 5 phases d'évolution à travers lesquelles un groupe passe. Donc, quel que soit le groupe qui travaille sur un quelconque projet, automatiquement, ce groupe qui travaille sur un projet passera par ces 5 phases d'évolution. Alors, à quoi sert ce modèle? En fait, il nous sert à nous instruire ou alors comprendre l'évolution du groupe de projet. Alors, comme vous voyez sur le graphique, donc horizontalement, nous avons la performance de l'équipe. Verticalement, nous avons l'efficacité de l'équipe. Les 4 stades, ou alors 5, nous parlerons de 4 pour l'instant. Donc, forming, formation, storming, nous l'expliquerons. Norming, qui vient de norme, et performing, qui est commencer à performer, donc la performance.
Là, nous parlerons, excusez-moi, la deuxième phase, c'est storming. Donc, storming, c'est la phase où il y a des conflits et différentes personnes du groupe cherchent à s'affirmer. Et du coup, c'est un stade où tout le monde pas tout le monde, mais vous aurez des gens qui vont vouloir prendre le leadership, de prendre le lead. Par contre, à la fin de ce stade, tout le monde connaîtra sa place au sein du projet et on assistera à la phase de norming. Donc le groupe est formé, les rôles et les missions de chacun sont clairs et définis. Les membres appartiennent à un groupe qui a une cohésion et qui fonctionne suivant des normes explicites ou implicites. La dernière phase est la phase de performance, donc performing. Les tensions n'existent plus, le projet est en cours de développement et de réalisation. Le groupe devient alors opérationnel et peut se concentrer pour réaliser les objectifs attendus. Alors, nous arrivons, chers étudiants, à la fin de notre séance. On a parlé dernièrement donc des différentes phases d'évolution du groupe qui sont forming, storming, norming, performing. La prochaine séance, nous parlerons plus en détail de la gestion de projet. Alors, j'espère que tout a été clair et je vous dis passez une excellente semaine et à très bientôt lors de notre rencontre.